Bon, écoutez, merci de votre présence pour ce milieu d'après-midi qui va être consacré à Samy Vell. On connaît tous Samy Vell, qui a été le premier président d'honneur du Salon lors de la première édition de cette manifestation. Et on connaît ses œuvres, on connaît ses œuvres qui nous ont émerveillés et qui ont éclairé nos... On connaît tous ses œuvres et ces aquarelles qui ont éveillé nos consciences. Il a été un précurseur qui a montré parmi les premiers quelles étaient les menaces qui planaient sur cet espace qu'il fallait absolument protéger. Il a mené une vie étonnante, une vie d'aventure et de contemplation. Il a aussi nourri des amitiés sincères. Il a partagé ses émotions dans l'intimité d'un espace de rêve qu'il a mis en mots et en couleurs avec bonheur et considération. On a cette année l'occasion de pouvoir présenter sa biographie, Samy Vell, par Sophie Quénaud, avec une iconographie réalisée par Catherine Quénaud, qui est avec nous ce soir, parce que Sophie ne peut pas venir. Donc c'est un livre tout à fait remarquable, publié aux éditions Guérin. Et en introduction de cette causerie autour de Samy Vell, qui réunira tout à l'heure Jacques Perret, les amis de Samy Vell, et puis peut-être Christophe et Auréla, nous allons passer à un film qui est réalisé par Christophe Rella sur l'héritage qu'il nous laisse dans le monde de la montagne. Mais peut-être qu'avant, pour introduire ce film, je pense que Catherine pourrait dire dans quelles conditions il a été réalisé et quel est le sens de ce film. Bonjour ou rebonjour, parce que je vois que des visages sont restés. Oui, le film de Christophe Rella dure 26 minutes. Et en fait, au départ, ça devait être un film de 52 minutes. Réalisé pour France 3. La production n'a pas mis les finances adéquates. Donc, Christophe Rella a été obligé de réduire sa voilure. Il s'est axé sur Luce Gaillet, la petite fille de Samy Vell, qui s'investit beaucoup pour la mémoire de son grand-père. Et donc, vous allez voir, c'est un film plutôt intimiste qui suit Luce Gaillet sur les traces de son grand-père. Voilà, vous verrez apparaître Sylvain Tesson, qui escalade une voie au Brévent, à Chamonix, et qui, en même temps qu'il tient la corde, de l'autre main, il tient un livre de Samy Vell. Et donc, c'est un film attachant, intimiste, mais qui aurait mérité de durer 2 fois plus longtemps. Voilà, vous êtes prévenus. Merci. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer à passer le film. Voilà. Tous les montagnards connaissent ses aquarelles, ses cartes postales humoristiques ou ses romans. Samy Vell incarne une montagne poétique et bienveillante. Pour moi, Samy Vell, c'est d'abord le souvenir d'un merveilleux grand-père qui a éclairé mon enfance. Je m'appelle Luce Gaillet. Lui, son vrai nom était Paul Gaillet-Tancrède. Le pseudonyme Samy Vell vient d'un personnage de Charles Dickens, l'un de ses auteurs préférés. Mon grand-père a traversé le XXe siècle. Il a vécu de 1907 à 1992. Tout au long de sa vie, il a été un artiste engagé dans la protection de la nature. Un véritable visionnaire même, en avance sur son temps. Dès les années 1950, il s'est battu au travers de ses œuvres et comme militant pour préserver la montagne du bétonnage touristique. Son travail d'artiste a notamment joué un rôle important dans la création du premier parc national français, celui de la Vanoise, en 1963. Aujourd'hui, je veux faire rayonner l'héritage de Samy Vell, immense et trop méconnu du grand public. Pour cela, je veux rencontrer celles et ceux qui incarnent son œuvre.
Des personnalités comme l'illustratrice Lauriane Miara ou l'écrivain Sylvain Tesson, que je considère comme deux de ses héritiers spirituels. Le village des Contamines, dans le Val-Montjoie. J'adore cette vallée. C'est ici que mon grand-père a découvert la montagne dans sa jeunesse, au pied du Mont Blanc et des dômes de nuages. Au cœur du village, le jardin Saint-Mivelle expose ses œuvres. Ouais, tu vois là, on entre dans le jardin Saint-Mivelle. Il a été créé en 2013. En hommage de Saint-Mivelle, récemment. Non. Pour moi, c'est un lieu précieux qui célèbre la mémoire de mon cher grand-père. Je suis heureuse de le faire visiter à une jeune créatrice dont j'apprécie beaucoup l'œuvre, l'illustratrice Lauriane Miara. Et tu vois, ça c'est vraiment celle qu'on connaît tous, hein, l'affiche du parc. Voilà, cette affiche, je me suis partout. Je me la suis faite en marque-page, dans mes cahiers, dans mon fond d'écran de téléphone. Bien sûr, Voilà. pour une fois, on ne voit pas d'humain Oui. dans un paysage de montagne. Et donc le message est clair. C'est avant tout la terre des bêtes. Moi je viens, on n'est que de passage. On est invité dans ce parc-là, mais on fait que passer. Tout comme Saint-Mivelle, Lauriane est une artiste engagée et voyageuse. Là, je trouve qu'il y a un choix de couleurs très étonnant, très audacieux aussi, avec des teintes complémentaires. Et tu vois, t'as la même impression, si tu t'approches, tu sens la fraîcheur de la roche, là. Ouais. Avec toujours ces deux petits humains. On voit Contemplatifs là-haut, qui sont arrivés enfin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Voilà l'espace, voici l'air pur. Oui, voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. Ces aquarelles sont pour moi comme autant d'appels à découvrir la haute montagne, à la parcourir, à l'aimer et à la défendre. Dans les peintures de mon grand-père, il y a une poésie de l'altitude. Une poésie que je retrouve dans les textes de Sylvain Tesson. Pour moi, il partage totalement l'état d'esprit de Saint-Mivelle. Je crois que c'est là qu'il faut qu'on commence, mon ami. Tu veux descendre? Mais voilà, descendre, tiens. Merci. Et petite aussi? Non, une suffit. Allez. T'es encore là, Tesson? Et que cette petite virée entre amis devient une espèce d'épopée catastrophique, alors ça ressemblera enfin vraiment à une caricature de Saint-Mivelle. Ce qui est extraordinaire avec Saint-Mivelle, c'est qu'il a donné sa signature à une forme géographique, à la montagne. Si je dis tournesol, on pense à Van Gogh. Si je dis coquelicot, on pense à Monet. Je sais pas, moi, si je dis château en ruine sur les bords du Rhin, paf, on pense à Victor Hugo. Si je dis petite danse campagnarde, on pense à Bruegel. Et si je dis montagne, arête, pente, crête, massif, on pense à Saint-Mivelle. Et franchement, c'est l'accomplissement absolu d'un artiste, hein, de verser son nom à une représentation formelle et universelle. Saint-Mivelle, il a en quelque sorte mis le profane de l'alpinisme avec tout ce matos, cette quincaillerie ridicule, cette espèce de... On a l'impression quand même d'être à la fois à la brocante. Et puis il a mis tout avec beaucoup de tendresse, tout ce narcissisme, cette maladresse des alpinistes, cette espèce de névrose, eh bien, il l'a transposé dans la métaphysique de la géographie de la haute montagne. Et toutes nos petites misères.
l'abstrait de l'altitude. Quand même, on a eu de la chance parce que on a eu la réunion de tous les blasons illustratifs de Sonneville. Tu te souviens, il y a eu les choucas, le bouquetin, oui, les petits alpinistes en berlificoté, le téléphérique, les nages sur le Mont Blanc, les arêtes qui se dévoilent. Et alors pourquoi est-ce que lui, il a campé cette espèce d'énorme décor de blason? C'était pour en faire le siège de l'amitié. Et écoute ça, c'est la fin de l'amateur de Dim. On dirait que c'est notre ascension. Soudain, les doutes s'évanouirent, les horizons s'arrêtèrent de danser et les abîmes de tourner. Et les trois garçons, pleinement heureux, se penchèrent en souriant sur un monde sans poids et sans problème, plein de pulls dorés, de plumes de lumière, de harpes, d'étoiles. Le cercle des grands rocs s'inclina sur la faible caravane et ils furent autant de génies amicaux. C'est l'amitié d'une montagne. Dans quelques jours, je rejoindrai à mon tour le sommet du Brévent pour rencontrer Sylvain Tesson et évoquer avec lui la mémoire de mon grand-père. Mais pour le moment, j'ai proposé à Lauriane Miara de partir pour 2 jours en montagne, vers les chalets de la Balme et les lacs Jaurès. J'ai passé mon enfance à accompagner grand-papa vers ces alpages, aux allures de carte postale. Pour moi, tous ces souvenirs sont précieux. Au-delà de l'héritage de l'artiste Samy Vell, il y a celui intime d'une famille qui passait tous ses étés en pleine nature, dans ces belles montagnes du Val-Montjoie. Alors les belles, quand j'étais petite, en fait on était dans le Mont-Joli, donc de l'autre côté. Et du coup, mes parents m'ont laissé avec mes grands-parents seuls au milieu des vaches, parce que j'adore les vaches, donc j'en ai caressé. Ouais, tu vois, et il y en avait une qui me collait. Puis j'avais, tu sais, les gros pulls Shetland qui grattent, les pulls en laine qu'on avait quand on était petits. Et je me suis pas rendu compte, la vache, elle m'avait bien grignoté tout mon pull, j'avais un gros trou, tu vois, donc je me suis fait un peu gronder. Pourquoi j'avais ce trou? Donc mes parents, tu vois, ils n'étaient pas contents, ouais. Ils n'étaient pas contents du tout. Il était là, ton grand-père? Mon grand-père et ma grand-mère étaient là, ouais. Et oui, c'était... Oui, ton grand-père, lui, ça l'avait fait bien rire que j'aime les vaches et que c'était pas grave, il allait me racheter un autre pull, tu vois, c'était pas un souci pour lui. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, tout. Surtout à cette heure-là, ça donne vraiment envie de... T'as envie de peindre, là? Ouais, dessiner. Ouais, surtout cette énorme montagne là. Ouais, puis là, la lumière est plus douce, alors ça devient un petit peu plus intéressant. Il y a des jeux d'ombre, même avec les... Regarde cette vue sur la vallée. avec les épicéas. Ouais, j'essaie de faire en sorte que ce soit un petit peu fondu. Dégradé, ouais. Ouais. Autant que possible, avec la lumière qui bouge beaucoup, c'est pas évident. Toi, tu le voyais pas, Samuel? Oui, je le voyais peindre, ouais. J'allais dans son atelier m'incruster, puis j'ai passé l'après-midi, tu vois. Ah, puis je m'avais regardé, puis il y avait une petite table pour moi où il me laissait peindre et dessiner. Ah ouais. Génial. Il peignait beaucoup à l'atelier ou beaucoup dehors hein, Non, beaucoup à l'atelier. Enfin, moi, je le voyais beaucoup peindre à l'atelier. Ok. Puis après, quand on se promenait avec son bloc comme toi, tu vois, il avait un critérium, tu sais, en argent, là, les anciens qui travaillent. Ouais, je vois. Très très fin. Ouais. C'est vrai qu'il faisait plutôt des lignes, vraiment des croquis. Oui. Et après, à la maison, c'était quand il peignait des aquarelles, tu vois. Il n'utilisait pas beaucoup de teintes. Il n'y avait pas beaucoup de teintes différentes. Si. Ah oui, il avait beaucoup de mélange. Et tu sais, il avait des flacons en verre de poudre. Les pigments. Les pigments. Et après, il avait des petits cubes Oui. qui mélangeaient à l'infini, quoi. Il faisait ses propres pigments. Ouais. Déjà, là, c'est un des secrets. Après, c'est la technique, ça c'est... J'en parlerai pas.
on reconnaît bien la patte de Samuel pour ça, quoi, pour l'humour. Mais là, tu vois cette façon d'encorder le personnage à la va-vite. C'est très drôle. Ça, c'est plus d'un petit clin d'œil, ça. Ah oui. C'est son chouka, son préféré. Donc il arrive en haut, mais qu'est-ce que fais-je? Il y a un chouka, comment? Mais encore vous? Oui, puis j'aime bien cette façon de... Tu sais, le regard du chouka, là. Ouais. Bon, alors ça, c'est typique de son autoportrait. Ce personnage, Et je revient souvent. Et ben, c'est elle qui très m'a très fait une petite poney de pimpon, Oui, tout c'est rigolote, pleine d'humour. Et On retrouve là aussi. bah, là, je crois qu'il se moque un peu, là, tu vois. Un petit chocage. Oui, Tout à l'heure. toujours le petit chouka qui sourit et tout. Alors ça, c'est lui, tu vois. Ah oui, le grand champion de l'intimité. Ma pipe au bec. Je suis seule au monde et j'en profite, quoi. Ça, c'est le champion à l'abri du regard. Ah ouais. Ok. Oui, c'était quand même un sacré skieur, un sacré montagnard. Hein. Mais il a l'air tellement heureux. Mm. Ce matin, Lauriane avait envie d'aller peindre les lacs Jovet, au pied des dômes de Miage. Je suis certaine que la beauté de ces paysages sera pour elle source d'inspiration. Elle est accompagnée par une personnalité de la vallée, l'historien et guide de haute montagne, Julien Pelot. Moi, je suis originaire de Saint-Gervais. Et ça, j'ai pas. Ouais. Donc de cette petite vallée, là, le Val-Montjoie, qui regroupe Saint-Gervais et les Contamines. C'est pour ça que Samuel, c'est un personnage important pour nous, dans notre vallée, et aussi pour moi. Moi, j'ai grandi avec ses aquarelles. Je pense que Samuel, son lien avec les Contamines était vraiment fort, et particulièrement avec ses montagnes, et notamment les dômes de Miage. On retrouve vraiment cette perspective, ce dôme de Miage, puis aussi ce côté nature. Les dômes de Miage, c'est long, c'est loin. Il n'y a pas de téléphérique à proximité. Oui, c'est quelque chose de très pur. Très épuré. Je pense que ça a vraiment déterminé aussi son souhait d'être présent là-haut pour l'éternité, quand il a demandé à sa famille. Ouais, c'est ça, demander à sa famille de déposer ses cendres là-haut après son décès. Au final, la collaboration entre Saint-Mivel et les dômes de Miage a été double et réciproque. Et éternel. Et éternelle. Donc là, on arrive au lac. Je vais. C'est classe là, hein. C'est beau. Vraiment beau. Hein. Je pense que Samuel, sa carrière d'alpiniste, l'a ancré dans un territoire. Il lui a fait prendre conscience de la fragilité du milieu aussi. Il a eu envie de défendre la montagne aux Contamines dans le Val-Montjoie. Et notamment dans les années 70, il a pris part à la défense de la haute vallée des Contamines lors d'un projet de construction d'une route départementale qui devait rallier les Contamines Montjoie à Bourg-Saint-Maurice. Et en plus, qui était censé désenclaver cette petite vallée sauvage du Val-Montjoie. Et aussi l'idée du maire de l'époque qui était de créer une station de ski moderne, comme il se faisait à l'époque lors des plans neige. Ouais. Les super Contamines. Et donc cette route, elle devait s'installer dans ce qui est aujourd'hui la réserve naturelle des Contamines. Ok. À partir de 1976, ils ont commencé les travaux et Samuel s'est insurgé avec une partie des habitants des Contamines contre ce projet qui, selon lui, allait détruire un des derniers endroits naturels des Alpes, en fait. Oui. Et puis, il y a un endroit qu'il considérait comme chez lui, c'était son jardin. Il n'était pas contre le développement touristique, mais il était pour un développement touristique plutôt modéré, tu vois. Raisonné. Et malheureusement, c'est resté lettre morte dans un premier temps. Et un petit peu de colère et de déception, il a vendu sa maison familiale aux Contamines et il est parti.
Elle s'inscrit dans une vision un peu globale aussi qu'il avait de la vie. Et je pense que pour lui, la nature protégée, intacte, grandiose, la beauté des paysages, elle faisait pleinement partie de la civilisation en fait. Oui. Et de la vision qu'il avait des sociétés humaines en fait. Où on ne pouvait pas dissocier les arts, la culture de la nature et de l'environnement. La sensibilité écologique de Samy Vell s'est beaucoup traduite dans son œuvre d'écrivain. Son roman majeur, Le Fou d'Edenberg, publié en 1967, un an avant ma naissance, raconte la lutte d'un jeune montagnard contre la construction d'une station de ski. Une œuvre visionnaire qui prend tout son sens aujourd'hui. Mon grand-père s'est aussi engagé à travers ses films. Il fut l'un des premiers cinéastes animaliers dans les Alpes. Son documentaire, Grand Paradis, a marqué une étape décisive dans la création du parc national de la Vanoise en 1963. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour moi, parce que j'apporte à la Cinémathèque de Gap des chutes de films 16 mm que m'a donné mon grand-père Samy Vell il y a très longtemps. Bonjour. Bonjour. Gilles. Oui, Luce. Enchantée. Ça va? Vous avez Ça fait va. le voyage? Oui, excellent. Voilà Sur les pellicules. Ah, super. On va regarder ça. C'est une partie des pellicules que j'ai à la maison. Ce sont des bobinons, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est des bobines de tournage. Donc, ce ne sont pas des bobines de films déjà réalisés. Ah, d'accord. Donc, on va voir ce qu'il y a dessus. Il y en a quelques-unes où c'est écrit. Mais vous les avez vus comment? En fait, il me les a données quand j'étais plus jeune, avec un appareil pour les lire, mais que m'a récupéré mon oncle. Donc, j'ai jamais pu m'en occuper. D'accord. En Elles plus, sont restées au sec dans les caves. oh, Il y a des noms. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a dans le carton. Hein, Ah, mais ça va être une vraie surprise, parce qu'alors là, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dessus. Non, puis moi, je n'avais aucun matériel pour les regarder, donc c'est génial. Ah, Saint-Paul, c'est là où il a vécu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le memory, on va aller regarder en haut. Regardez. Oh, fantastique. La surprise. Oh là là, c'est extra. On va regarder ça. Allez, on va regarder ça. Oh, génial. C'est là où on Les bobines. numérise toutes les bobines. Avec le memory qui nous permet de numériser les bobines en haute définition. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en coller plusieurs, les uns à côté des autres. On ne pourra pas tous les regarder, mais déjà, on pourra en regarder quelques-uns. On va voir ce que ça donne. Là, je la charge dans le memory. Et voilà, c'est chargé. On envoie? On envoie. Allez, la surprise. J'adore ce moment-là. C'est génial. Ah, il y a un iceberg, donc c'est C'est Groenland. Groenland. Ouais. Ça, c'est lui. Enfin, ça, c'est des images qu'on a en photo du Groenland. Sur le canal. Donc là, c'est le. Regarde ça. Oh, c'est magnifique. Mais dis donc, la qualité Ouais, de l'image, elle est bonne. c'est incroyable. Hein. Et la lumière. Ouais. Alors, est-ce que c'était en Islande? Peut-être que c'était en Islande. En Islande, il y a des grosses chutes comme ça, c'est possible. Hein. Oui, moi, je pense que ça doit être Ah l'Islande. non, mais il était fou amoureux Ouais. de ce pays. Alors là, on change de bobine. On était sur une première bobine. Mhm. Et donc, on enchaîne avec la bobine suivante. Ah, ça va être préféré, le chamois ou l'isard de les Pyrénées. Bon, bah, je comprends pourquoi je suis toujours derrière les chamois. Les... Famille. Oh, c'est émouvant de voir ça. En fait, la Cinémathèque, c'est une association. Elle a pour mission de recenser, collecter et sauvegarder tous les films tournés en zone de montagne depuis l'invention du cinéma. Voilà. Donc ça, on a démarré il y a presque 30 ans. Et depuis qu'on existe, on a récupéré plus de 10 000 documents
Alors sur toutes les formes, à la fois les très vieux films en bobine, mais après les cassettes et maintenant les fichiers. D'accord. On récupère tous ces films qui sont indexés sur une base de données pour qu'après ils puissent être accessibles. Donc c'est un travail de fou qu'on fait depuis un moment. Regarde, Alors, il faut à tout prix que je te montre quelque chose. Regarde. qu'est-ce que c'est? Oh, la caméra. C'est la caméra 16. C'est avec une caméra comme ça qu'il a tourné. Ah, c'est magique. Il faut remonter le ressort Ah ouais. avant de filmer. Et une fois que tu filmes, tu appuies. Regarde comme ça. Et regarde dans l'œil ton. S'il me voyait, mon grand-père ne serait pas très content. Samy Vell détestait les téléphériques. Selon lui, il dénaturait les paysages et emportait vers les cimes des foules peu respectueuses de leur environnement. Mais pour rencontrer un écrivain comme Sylvain Tesson, je suis certaine qu'il aurait accepté sur ses vieux jours de faire une entorse à ses convictions. Et pour moi, c'est une joie de retrouver Sylvain au sommet de l'une de ses nombreuses ascensions. Alors, voilà, Lise. Bonjour. Bonjour, Lise. Bonjour Sylvain. Vous êtes assise devant un tableau de votre aïeul. C'est ça. Alors celle-là, elle est très... Alors ça c'est lui, c'est son Et ça, c'est vraiment... Ça c'est. Voilà, on connaît alors très bien. ça c'est Marie-Aurélie. Et là, il y a une tendresse, parce que en fait, c'est une critique Oui, mais c'est pas. de la surfréquentation. pas tout de Mais l'eau. c'est gentil, c'est gentil, puis on a tous été... On a tous fait ça. on a tous fait ça. Ça c'est vous ça. Hein. Parce que vous me faites énormément penser à Samy Vell en fait. Hein. C'est. J'aimerais bien. Moi, je crois une chose. Il y avait que au Contamine, là-bas, pas très loin On d'ici. voit le plateau. Je crois qu'il y a un déterminisme spirituel de la géographie que l'on peuple. Et lui, j'ai remarqué dans Hommes, Cimes et Dieux qu'il a fait une étude sur ce qu'il aimait, sur la montagne, qui tentait de rassembler toutes les mythographies de la création des montagnes. Et là, il ne s'agissait que des titans, des dieux de la montagne. Enfin, Le sport, tout ça Ouais. était. il a essayé de structurer par l'érudition son amour des montagnes. Et probablement qu'à force de côtoyer les montagnes et de les peindre, il a dû se former une pensée cosmique, titanesque et mythologique. Samy Vell a toute sa vie été fasciné par la dimension mystique de la montagne. Il s'est sans cesse élevé vers une spiritualité si bien exprimée à travers ses aquarelles. Je crois que c'est pour cela que son œuvre a touché un public si large et qu'elle continue encore à symboliser une montagne idéale. Une montagne de douceur et de poésie. Une montagne joyeuse, peuplée de bêtes naïves et de toutes nos libertés. Bien, je pense qu'on peut remercier Christophe Mella de nous avoir confié son film.
en hommage à Samivelle, qui vient en appoint de la biographie que lui consacre cette année Sophie Queneau, avec une iconographie de Catherine Queneau, un superbe ouvrage publié aux éditions Guérin. Et pour justement pour parler de Samivelle et rappeler son œuvre, montrer qu'il était justement un spectateur engagé qui a été ferme dans ses convictions pour défendre la nature et pour défendre aussi l'héritage commun de l'humanité. Nous avons donc convié Catherine Queneau. Nous avons convié Pierre Hollande, qui représente les Amis de Samivelle, qui est une association qui maintient l'héritage de ce grand auteur. Et puis Jacques Perret, qui est le président d'honneur de cette 36e édition et qui est bibliographe des livres de montagne et qui connaît particulièrement bien les œuvres des grands écrivains et qui nous aide et qui transmet volontiers leur héritage. Nous devions avoir Jacques Michel, qui est éditeur et qui est représentant des éditions Aesop, mais je ne sais pas où il devrait arriver. En tout cas, il a été l'un des tout premiers à voilà. Donc, il a été l'un des premiers éditeurs de Samivelle. Et donc, je voudrais tout d'abord demander à Catherine Queneau comment est venue l'idée de ce livre, pourquoi Sophie l'a proposé et pourquoi ce livre reste d'actualité. Eh bien, l'idée est venue à Sophie il y a un peu plus de 2 ans. On avait à la maison des livres pour enfants, enfin on devrait dire des livres pour petites personnes, comme disait Samivelle, parce que pour lui, les livres pour enfants étaient aussi destinés aux grandes personnes. Et donc un jour, il s'est dit, mais je connais beaucoup de livres sur Samivelle, beaucoup de livres de Samivelle, puisqu'il en a écrit une 50aine, publiés en tout cas. Et elle s'est dit, j'aimerais bien raconter sa vie. Donc elle l'a proposé aux éditions Guérin, en la personne de Charlie Buffet. Et l'idée a été bien acceptée, mais ça a été un très très long travail. Voilà. Elle s'est appuyée en premier sur le travail des Amis de Samivelle, qui ont un site d'ailleurs sur lequel on trouve vraiment tout ce qui a pu paraître à la fois de Samivelle et sur lui. Donc elle s'est appuyée sur cette documentation, puis elle a lu beaucoup de livres de Samivelle, puis elle a contacté Luce Gaillet, la petite fille de Samivelle, que vous venez de voir dans ce film, et elles se sont tout de suite comprises et elles ont une complicité formidable, ce qui a permis aux éditions Guérin de pouvoir publier ce livre grâce à la générosité de la famille qui n'a pas demandé de droit pour les aquarelles ou pour les reproductions qui étaient faites. Il y a des droits forcément pour les aquarelles qui appartiennent au musée ethnographique de Genève ou pour d'autres collections, mais la famille a été d'une générosité formidable et l'aventure continue grâce à eux. Je voudrais poser la question à Jacques Perret de savoir d'où vient ce pseudonyme de Samivelle. Alors, Samivelle a choisi son pseudonyme dans les œuvres de Charles Dickens, Les aventures de Monsieur Pickwick. Et donc, voilà, il y avait un héros qui s'appelait Samivelle, et ça a résonné chez lui. Et il n'a pas été le premier d'ailleurs. Hein. Il y a eu un autre écrivain qui, peu de temps avant, avait pris ce pseudonyme. Mais celui-là, il est complètement tombé dans les oubliettes de l'histoire. Ce héros de Dickens était en fait le valet de M. Pickwick, et c'était un homme à la fois facétieux et moralisateur. Ce qui explique que finalement l'œuvre de Samivelle est marquée par justement ces deux éléments, la facétie et finalement la morale.
puisque finalement il nous a incités à ne pas dégrader l'espace qui nous entourait. Et c'est ce qu'essaie de transmettre comme message les amis de Samivelle. C'est à la fois montrer combien son œuvre était une œuvre de précurseur, mais combien il est important de la faire vivre pour justement arrêter de défigurer la montagne. Oui, et on peut dire que Samivelle était très éclectique, mais ça, tout le monde le sait. Et sa particularité, ça a été vraiment d'être très en avance sur son temps pour la protection de la nature. Il a Théodore Monod, qui était un ami, et ils étaient ensemble sur la même longueur d'onde. Et c'est tellement important quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est vraiment une catastrophe. Quand on voit déjà les images là de plusieurs mois, ça déjà, une transformation de la montagne est vraiment incroyablement rapide. Et voilà, il a toujours lutté, mais s'il était de ce monde, il serait vraiment, je crois, complètement catastrophé. Vraiment. Et il a été le témoin de son époque, et pour diffuser son œuvre, il a dû compter sur justement ses éditeurs. Et disons que Jacques Michel l'a bien connu, puisqu'il a été vraiment très proche de lui. Oui, je l'ai bien connu, c'est un grand mot, j'ai eu pas difficile. Mais j'ai des souvenirs plutôt drôles avec lui, jusqu'à un moment, c'était à Saint-Bonne-Vence. Oui, voilà. Donc c'était à Saint-Paul-de-Vence, on mangeait, il y avait toute la famille, tout le monde, et puis un truc stupide, je dis, j'aime bien la peinture, je dis, en tant qu'aquarelliste et en tant que dessinateur, c'est quand même assez fou, ça me plaît énormément. Et là, je me suis fait peut-être un peu mis de côté en me disant, je n'ai jamais su faire d'aquarelle, pas plus que savoir dessiner. Alors quand on voit l'évolution maintenant de ce qu'il a pu faire, il y avait ça, je me suis retrouvé un peu le soir, c'était 11h du soir, minuit, et il était fou des ovnis, et moi aussi à l'époque. Et on est parti dans des discussions pas possibles sur les ovnis, et j'ai rencontré quelqu'un qui était tellement passionné que je me demande si j'en ai pas vu ce soir-là. En tout cas, il aimait beaucoup la montagne, et c'est parce qu'il l'aimait qu'il n'hésitait pas à brocarder ce qu'il a défiguré, selon lui. Et ça, c'était avant-guerre, donc qu'aurait-il dit aujourd'hui? Évidemment, Samivelle a été un des précurseurs pour dénoncer les excès du développement touristique. Je pense qu'il n'était pas contre le développement touristique, simplement, il pensait qu'il y avait des règles à respecter. Et ces règles à respecter, c'était un, on respecte le patrimoine, et deux, le tourisme, ça se mérite, quoi. Quand on va visiter un territoire, on n'est pas simplement là pour Instagrammer et publier sur les réseaux sociaux. Bon, Samivelle n'a pas connu les réseaux sociaux, mais je pense qu'effectivement, il était pour un tourisme durable, pour un tourisme respectueux de la nature, mais il n'était pas contre le tourisme. Il n'était pas non plus contre tous les équipements. Hein. Il admettait qu'on puisse faire des équipements pour qu'on puisse développer une activité, mais avec mesure, avec raison et en respectant le patrimoine naturel et le patrimoine archéologique aussi, enfin le patrimoine bâti. Voilà, les Contamines, par exemple, c'est quand même un village qui a réussi à garder une certaine harmonie. On peut dire que les Contamines a eu un développement touristique quand même. Il a quitté les Contamines parce qu'il avait peur que ça devienne autre chose, mais au final, les Contamines, c'est resté quand même quelque chose d'assez raisonnable. Donc, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont conscients des excès qui ont pu être commis, maintenant, c'est difficile de revenir en arrière sur certains sites, évidemment, hein, puisque des sites ont été quand même très, très aménagés en altitude, dans des endroits qui n'étaient pas forcément faits pour ça, donc c'est difficile de revenir en arrière.
Donc les solutions ne sont pas évidentes, mais je pense que l'avenir de la montagne reste quand même en partie dans l'activité touristique. Il ne faut pas oublier ça, je pense. Oui, effectivement, je pense qu'il a plié ses cartes postales parce qu'il voulait donner de la montagne une image douce et harmonieuse et il ne voulait pas que la montagne redevienne des monts affreux. Et je pense que c'est l'œuvre des Amis de Sanivelle justement de transmettre ce message pour justement diffuser ce message de raison pour ne pas continuer à faire n'importe quoi en montagne et de ne pas laisser la montagne aux mains des spéculateurs. Alors, je suis un peu sourd, j'ai pas tout entendu, je suis désolé. Oui, effectivement, les Amis de Saint-Mivel sont là pour rappeler son œuvre, pour rappeler et encourager les gens à protéger la montagne. Voilà. J'ai assisté à la remise des prix ce jeudi soir, pardon. J'ai remarqué qu'il y avait 2 auteurs qui ont été primés et qui ont dit qu'ils avaient été marqués par l'œuvre de Samuel. C'est pas souvent qu'on entend ça. Donc merci au Salon du Livre pour ces auteurs qui se sont souvenus de Samuel. Ça montre que son œuvre était une œuvre d'avant-garde et qui avait un certain pessimisme parce que justement il était peut-être esthétique d'une nature inquiète. Samuel n'a pas connu des débuts très faciles. Il a commencé à dessiner assez jeune et il a cherché à placer ses dessins dans des revues dans un premier temps. Donc il a dû démarcher, il a dû insister. Et finalement, c'est La Vie alpine qui a publié ses premiers dessins en 1927 ou 28, donc quelques années avant les années 30. Et assez rapidement, finalement, avec la publication de son premier album Sur les planches, avec des aquarelles remarquables de finesse et d'humour, il a été plus connu. Il a continué à écrire sous le nom de Paul Gaillet-Tancrède, donc son nom de famille, Gaillet qui était le nom de son père et Tancrède le nom de sa mère. Il a notamment publié un guide des randonnées dans la vallée, dans le Val-Montjoie avec Charles Vallot. Le guide des randonnées du Val-Montjoie de Charles Vallot est co-signé par Paul Gaillet-Tancrède. Mais rapidement, il a pris le pseudonyme de Samuel. Et pour revenir là-dessus, quand il a tourné son premier film, celui qui s'appelle L'Aiguille verte, c'est un film qu'il avait fait pour s'entraîner pour l'expédition en Himalaya de 1936, à laquelle finalement il n'a pas participé. Donc il était assez amer de ça d'ailleurs. Et ce premier film, il a été tourné dans des conditions atmosphériques très très difficiles, avec des moyens techniques qui n'étaient pas formidables, et il n'était pas du tout content du résultat. Donc il n'a pas signé du nom de Samuel. Il a gardé Paul Gaillet-Tancrède. Il ne voulait pas que le nom de Samuel soit associé à ce premier film. Après, il a fait bien sûr beaucoup d'autres films, dont certains sont tout à fait merveilleux. Et puis donc il a vite atteint la notoriété avec ses albums Sous les Choucas et Moins 10 degrés, qui sont des albums humoristiques sur l'alpinisme et sur le ski, qui l'ont vraiment fait connaître du grand public. Il a beaucoup collaboré avec la revue La Montagne aussi, du Club Alpin. Ça aussi, c'est comme la revue La Montagne était diffusée un très grand nombre d'exemplaires, ça a permis aussi de le faire connaître. Voilà, donc, et à partir après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu vraiment un auteur très très connu. Et il a été d'autant plus connu que ses cartes postales ont été diffusées très largement. En fait, je voulais juste intervenir parce que vous voyez défiler derrière nous un diaporama que j'ai préparé qui en fait montre date par date les plus grandes étapes de sa vie.
Et j'ai pensé que ça illustrerait un peu ce qu'on raconte comme ça. Nous, on n'est pas intéressant à voir. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution de son art. Et je dois signaler aussi que dans la famille Gaillet, chez la maman de Luce, il y avait environ 500 plaques de verre stéréoscopiques dans des boîtes et que Luce nous les a confiées. Je les ai déballées chez moi, je les ai posées sur la table lumineuse que j'ai et photographiées avec mon téléphone, simplement pour voir ce qu'on pouvait en faire. Et dans le livre, vous verrez, et il y en a qui peut-être qui s'affichent derrière moi, il emportait sa chambre stéréoscopique de plaques de verre hyper lourde dans les années 28-30 et il faisait des photos absolument sensationnelles. Il a un don d'œil de photographe qu'il faut aussi reconnaître et qu'on retrouve ensuite dans ses livres de voyage, comme un livre sur l'Égypte, sur la Grèce. Soit il faisait les photos lui-même, soit il emmenait avec lui un photographe et puis qui accompagnait ses textes très très érudits. Voilà, ça c'était sur le côté photo. Il a aussi, après je rends la parole, il a aussi fait un livre, il s'est mis à filmer et à photographier les minuscules insectes dans la nature. Et dans le livre de Sophie, vous verrez par exemple une image de gouttes d'eau et les légendes de ces photos sont très très importantes. Quelquefois, elles faisaient plusieurs lignes où elles avaient beaucoup d'humour et les petites gouttes d'eau s'intitulent « Promenade de gouttes de pluie le dimanche ». Voilà, ça c'est pour montrer qu'il faut, Samy Veil, il faut fouiller dans tous les petits détails de ses livres, on trouve des perles tout le temps. Oui, et c'était aussi un œil émerveillé hein, qui était ouvert à tout, et notamment qui était aussi un voyageur, qui était un voyageur ouvert à d'autres civilisations vis-à-vis desquelles il était toujours très, très attentif. Et c'est ce que montrent dans ses publications les amis de Samy Veil. Hein. Les œuvres de Samuel à travers les voyages qu'il a pu faire et les livres qu'il a pu publier au contact des civilisations qu'il a cherché à rencontrer. Il était tout à fait passionné par l'Égypte, puisque les hiéroglyphes l'ont vraiment assez bouleversé. Et lui-même, il y a un certain graphisme qui fait penser, enfin, qui l'a beaucoup inspiré. Et en Islande, en Égypte, en Grèce, il a fait 3 merveilleux films réalisés et les récits ont été primés. Et nous avons été tous très heureux de pouvoir les présenter à un moment donné. C'était ici, on en a présenté 2 ou 3 chez vous déjà, dans un salon du livre. Et voilà. Mais il y a tellement à développer chez Samuel qu'on resterait des jours et des jours à en discuter. Vraiment, c'est... Oui, et puis son œuvre romanesque est aussi remarquable avec le Fou d'Ellenberg, où justement il a posé un regard à la fois, oui, un regard critique sur l'aménagement de la montagne à une époque où justement on essayait de développer l'activité touristique. Oui, le Fou d'Edenberg, c'est vraiment un roman prémonitoire de ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Mais il s'est basé sur plusieurs histoires et c'est un roman foisonnant qui ne comporte, contrairement aux autres de ses livres, aucun dessin, même un petit crowbar à droite à gauche, comme ici, ou même un petit chouka glissé quelque part. Et pour écrire ce livre, Sophie a retrouvé aux archives de Nice, à l'université de Nice, qui conserve tous ses courriers, ses notes, ses échanges avec beaucoup d'écrivains, les croquis qu'il avait faits pour écrire ce livre et les notes. Et il vérifiait absolument tout. Par exemple, s'il parle d'une longue vue, il faut revenir un petit peu en arrière parce qu'il va raconter l'histoire de l'invention de la longue vue. Donc c'est touffu, mais c'est formidable. Et le héros de cette histoire
Elle lui a été inspirée par un berger anonyme de Suisse, de Versaspé, je crois, d'une vallée retirée suisse. Et donc, comme il y avait sa photo dans son bureau, on l'a reproduite aussi dans le livre pour montrer toute la palette de son inspiration, aussi bien par les gens que par les lieux. Pour son art aussi, parce qu'il était très perfectionniste et il ne se rien au hasard. Saint-Mivelle, l'aquarelliste, je crois que c'est ce qui restera le plus de l'image de Saint-Mivelle dans les générations futures, parce que ces aquarelles, notamment ces aquarelles de neige, elles sont inimitables. D'ailleurs, Luce Gaillet a dit dans le film qu'elle ne voulait pas donner la technique. C'est un secret de fabrication. Elles sont inimitables et elles sont merveilleuses, elles sont magiques, ces aquarelles. C'est le rêve de tout collectionneur d'art alpin d'avoir une belle aquarelle de Saint-Mivelle. Ces aquarelles ont été reproduites en carte postale, ce qui a permis de diffuser son œuvre au plus large public. Oui, et je suis tombé sur un personnage assez fabuleux, puisque moi j'étais à Chamonix, j'avais les originaux entre les mains, qui m'a fait très peur d'ailleurs, au risque de les perdre, mais les grands formats, et lui il était à Saint-Paul-de-Vence, et on devait corriger lui d'un côté sans avoir les originaux, moi les ayant de l'autre côté, mais il a un tel œil que c'était, Jacques c'est tout très beau, très bien, parfait, mais on va reprendre le parc de la Vanoise par exemple. Si tu regardes bien en bas à gauche, l'herbe devrait être un peu plus jaunâtre. C'était tout en nâtre. Après, le ciel était un tout petit peu plus bleuâtre. Mais il n'avait pas tort. Je disais, c'est quand même fou, c'est moi qui ai les originaux à la maison, enfin à l'atelier. Il n'a rien entre les mains sorties de son cerveau, c'est déjà pas mal. Et il corrige tout comme s'il les avait avec lui. Alors, il y a eu des moments assez très intéressant de se rencontrer ce personnage et de son histoire. Quand on parle, par exemple, ses premières éditions ont été faites à l'AIAC, à Lyon, et dans mes histoires, parce que j'ai reçu un peu, c'était fait en typo. En typo, c'était du plomb. Donc toutes les pages étaient en plomb. Et comme à cette époque, les Allemands se tournaient un peu dans Lyon, devaient récupérer tout ce qui était le plomb, le métal et tout, pour faire des obus. Donc il se trouve que l'AIAC, à l'époque, M. Sibert, a demandé à tous ses employés, il y a une soixantaine de personnes, dans la nuit, ils sont allés envelopper, alors je ne sais pas quel livre, mais dans du papier journal, toutes les pages en plomb, donc chaque fois et tout. Si c'est un livre de 200 pages, ça fait 200 plaques de plomb, épaisses et ils sont allés ranger ça dans un autre local dans Lyon, de façon que les Allemands, quand ils sont venus réquisitionner, ne prennent pas les livres de Saint-Mivelle. C'est une histoire. La vie de Saint-Mivelle a été une vie d'artiste, mais aussi une vie de spectateur de la montagne, mais aussi une vie de famille. Et il a été il s'est épanoui au sein d'une famille très, très soudée. Oui, d'ailleurs, dans les fameuses plaques de verre dont je vous parlais, et dans pas mal de ses dessins, on retrouve sa femme, et elle est toujours destinée elle est toute gracile, et elle l'accompagnait donc dans ses premières ascensions. Il a grimpé avec pas mal de guides, et avec sa femme. On la voit je crois qu'il y en a une qui est projetée. Là. Et puis, comme le racontait Luce Gaillet dans le film, il passait beaucoup de temps avec ses petits-enfants, avec sa famille. Les amis de Saint-Mivelle font un travail formidable pour faire durer son œuvre, pour l'inscrire dans la durée. Et est-ce qu'il y a encore des textes ou des œuvres de Saint-Mivelle qui ne sont pas connus et qui apparaissent d'année en année, ou est-ce que le fond est particulièrement connu? Est-ce qu'il y a encore des œuvres de Saint-Mivelle à découvrir, ou est-ce que vous avez finalement tout inventorié et que le catalogue est complet?
Alors, tous les ans, on propose aux adhérents une carte de vœux faite à partir de trucs, enfin, d'aquarelles qui n'ont jamais été éditées. Même chose, 2 fois par an, on propose aux adhérents une lettre thématique sur un aspect de l'œuvre de Samuel. Bon, on sortira à l'automne la 60e lettre, puisque l'association s'est créée en 93, Samuel étant mort en 92, et depuis 93, on a sorti 60 lettres thématiques sur un aspect de l'œuvre de Samuel. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les relations de Samuel avec Claire et Liane Angèle. Ça peut être Samuel et la mer, parce que Samuel a écrit sur la mer. Ça peut être les dessins, les premiers dessins. On a fait une bibliographie qui fait 124 pages, si je ne me trompe pas, entre 120 et 124 pages. Alors, les ateliers vont nous sortir très prochainement, alors c'est eux qui vont le faire, des reproductions d'aquarelles sur très beau papier. Donc, il y a encore des choses à trouver. Et vous pourrez voir au stand des Amis de Sanivelle, là, au Parvis des Fils, une grande affiche où il y a le portrait de Paul Gaillet-Condrel, Sanivelle, avec l'ensemble de ses œuvres qui l'entourent. Et on voit bien la richesse de la production, et surtout, il faut rappeler que beaucoup de ses œuvres ont été publiées avant-guerre, ce qui montre son côté visionnaire. Alors, sur l'affiche, c'est la reproduction d'un certain nombre de livres. Hein. Celui-là, par exemple, avec Ayurpok et Ayungila. Ayurpok, ça veut dire tout va mal. Et Ayungila, ça veut dire tout va bien. Mais il a fait plein de livres et il a illustré plein d'autres auteurs. Bon. On peut vous donner des informations sur le stand qui est face à l'entrée à gauche, sur notre stand. On est à votre disposition. Oui, il a une production très diversifiée qui s'adressait à tous les publics, enfin au public adulte avec les fous d'Edenberg et au public plus jeune. Moi je me souviens quand j'étais étudiant, beaucoup de gens avaient des posters de Sanivelle dans leur chambre d'étudiant parce que justement il y avait ce besoin de retrouver la nature dans son état original. Et puis il a fait aussi illustrer des livres pour les enfants. Et le premier, à ma connaissance, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais le premier, il l'a fait pour son fils Vincent, son fils aîné. C'était Brun l'ours. Et on a une photo très émouvante de Vincent qui lit Brun l'ours. Oui, je crois que c'est important d'insister sur l'aspect œuvre pour les enfants de Samuel. Il a illustré énormément d'ouvrages, Les Fables de La Fontaine, par exemple, qui les rendait comme ça accessibles aux enfants, Les Voyages de Gulliver, Brun l'ours, le Goupil, Canard, un album absolument merveilleux. Enfin, donc il y a effectivement tout un aspect de l'œuvre de Samuel qui est tourné vers les enfants. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au livre. C'est que il y avait tellement de documents. On avait envie on ne savait pas comment trier, parce qu'il y a un certain nombre de pages du livre, on avait du mal à choisir. Et on a été assez inquiète à un moment avec Stéphanie Tizy, qui a réalisé la mise en page, parce qu'il y avait la reproduction des aquarelles, quand même, c'est pas évident. Des photos noir et blanc, des courriers un peu jaunis. Et l'imprimeur turinois, qui est fidèle aux éditions Guérin depuis 30 ans, a fait un travail formidable pour étalonner l'ensemble. Voilà, je voulais lui rendre hommage aussi. Oui, sa couleur était le bleu du ciel, le bleu de la montagne. Ça doit être une couleur difficile à reproduire en imprimerie.
Je dirais qu'avec Samuel, tout était difficile au produit. Mais bon, mais on est arrivé, quand on a fait le parc de la Vanoise, les affiches qui font 50-70, elles ont été faites, l'imprimeur était à Lyon, et on avait rendez-vous au parc de la Vanoise, on avait rendez-vous à Lyon avec le directeur de la Vanoise à ce moment-là, Pierre Terrasse et Samuel. Pour faire le mieux, au lieu d'imprimer ce qu'on appelle la quadrichromie, eh bien, on n'a rien trouvé de mieux. Pour trouver ces couleurs aquarelles, on l'a fait en 8 passages. 4 couleurs quadrichromie, plus 4 autres couleurs qui, pour ou descendre ou monter, le reste. Le matin, j'ai donné le bon à tirer pour les 4 premières couleurs, et normalement, à 10 heures, c'était fini. Et là est arrivé le directeur de la Vanoise, Samuel, bien sûr, et Pierre Terrasse. Et là, ils ont mis, pour donner l'acceptation à Samuel, non, un petit peu plus fort là, après, un peu plus de truc, c'est que le directeur de l'imprimerie est venu me voir en me disant, moi j'avais calculé un prix qui normalement à midi était tout fini, et en fait c'est pas fini du tout, on en a encore au moins pour toute l'après-midi. Pour les corrections, heureusement ils sont allés manger dans un restaurant à Lyon, quand ils sont revenus ça allait nettement mieux. La préservation des patrimoines naturels et gastronomiques, hein, j'ai l'impression. On a peut-être le temps de répondre à une ou deux questions, sachant que l'heure tourne. S'il n'y a pas de questions, je vous invite à retrouver nos amis de Samivelle sur leur stand. Oui, Gilles Mossière, qui vient du Canada. Donc, les œuvres de Samivelle s'exportent loin. Peut-être juste un petit complément d'information que je demanderais de vérifier avec les amis de Samivelle. Samivelle a loupé son rendez-vous avec les célébrités en 1967. Il était en liste pour le prix Goncourt et il ne l'a pas eu pour le Fou d'Édimberg. C'est Pierre-Yves de Mandiargue qui l'a eu pour La Marge. Et je remercie ma cousine Annick d'avoir vérifié ça sur son téléphone, parce que j'avais oublié le nom. Après avoir lu Le Fou d'Édimberg, j'ai lu La Marge de Pierre-Yves de Mandiargue, et franchement, ça tient pas la route. Je vous encourage à faire la comparaison vous-même si vous voulez. Le Fou d'Édimberg, c'est un livre magistral, surtout en cette période de réchauffement climatique où les stations de ski de moyenne montagne n'arrivent plus à tirer leur épingle du jeu. C'est vraiment un livre à lire. Voilà, merci. Il faut dire que l'année où Mandiargue a été couronné pour le Goncourt, Giono était encore membre de l'Académie Goncourt et qu'il votait pour Gaston. Donc effectivement, c'était un match pour Samivelle. Alors, le Fou d'Édimberg, on le trouve très difficilement. On peut le trouver sur Internet, sur des sites où les gens le vendent, mais je dirais, il y en a peut-être un tous les mois, pas plus. Alors, si vous en trouvez un, n'hésitez pas, quel que soit le prix. Ouais. Peut-être que les éditions Guérin pourraient reprendre des droits et le rééditer, je ne sais pas. Enfin, c'est une idée, avec effectivement une iconographie de Madame Cuéno. Non, peut-être pas. En tout cas, si vous n'avez plus de questions, je voudrais vraiment remercier chaleureusement de leur présence Guylaine Nové-Josserand et Pierre Hollande, des amis de Samivelle, Jacques Michel des éditions Aesop, qui a été donc l'un des éditeurs de Samivelle, Jacques Perret, qui est notre président d'honneur et qui connaît tout de l'œuvre des écrivains de montagne et notamment de l'œuvre de Samivelle, et puis Catherine Cuéno, qui a composé l'iconographie du livre signé par sa fille, Sophie Samivelle, aux éditions Guérin. Je pense que vraiment, on a été, content de saluer cet écrivain qui a évolué à contre-courant de l'idéologie dominante de son époque et qui a mis son talent au service de la préservation des sites. Je pense que c'est un écrivain qui a pris des risques, et l'avenir l'a consacré comme un visionnaire. Et je pense qu'il a eu raison avant les autres, et ça, c'est toujours un grand tort. Voilà, merci.